Guillaume, dans le contexte social incertain que nous venons de décrire avec vous, quelle place le mouvement social issu de la manifestation pour tous peut-il avoir dans la suite de l'histoire ? Eh bien, il a déjà une place dans l'histoire. 17 novembre 2012 à aujourd'hui, il s'est passé exactement 2 ans. Et je fais remarquer que 2012, LMPT était là, et a surgi. 2013, LMPT était toujours là. Et 2014, LMPT est encore là et sera là encore en 2015. Donc aujourd'hui, les dates historiques du mouvement social LMPT s'étalent sur 3 années civiles. Donc je crois que ça montre un enracinement de LMPT dans le paysage public sur ces thématiques qui sont aujourd'hui, au sens large, les thématiques familiales. Et LMPT poursuit son travail de pression sur ce terrain-là. Et on le voit bien qu'il parvient à déstabiliser et même à freiner le rouleau compresseur idéologique de la déconstruction qui est en face. Il a créé une sorte de panique dans la machine adverse. Et on voit bien aussi qu'il exerce une pression sur les partis politiques, et notamment à droite. Et cette pression les contraint à se positionner encore aujourd'hui sur la loi Taubira, par exemple, alors qu'elle est votée depuis bientôt 18 mois. Et elle est encore en débat, elle est encore sur le devant de la scène. Abrogation, pas abrogation, et voilà les hommes politiques qui sont amenés à se positionner là-dessus, là où on aurait pu penser que le débat allait s'évanouir après une dernière salve, quelques semaines après le vote de la loi. Si aujourd'hui on parle encore de la loi Taubira, si encore on met à la une de l'actualité abrogation ou pas abrogation, qu'a dit Sarkozy, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, etc., c'est tout simplement parce que la pression continue. Si il n'y avait pas eu la manifestation du 5 octobre, avec encore plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue, 2 ans après le début, je ne pense pas que Nicolas Sarkozy et les candidats à la présidence de l'UMP auraient eu le loisir ou l'occasion ou même la volonté, sauf peut-être Mariton, je ne sais pas, de se positionner sur cette question. Donc si Sens Commun a réussi à leur poser ces questions-là et la faire s'exprimer devant toutes les caméras et tout le parterre de la presse française, c'est bien parce que le mouvement de la Manif pour tous pèse encore, et il pèse encore fort. Et cette pression, elle continue et elle est bonne, elle est nécessaire. Maintenant, la question majeure, c'est et maintenant et demain, tout le monde se pose la question, je veux dire qu'il y a une autre question à se poser, c'est que voulons-nous ? Est-ce que nous voulons nous contenter de cela, ce qui est déjà bien, c'est-à-dire de peser, de faire pression, de contraindre à se positionner, de s'engager ? Après, est-ce que les paroles sont suivies d'actes, c'est une autre question. Est-ce qu'on veut se contenter de ça, de ce rôle, qui est déjà majeur et très important, et qui joue un rôle dans le combat culturel ? C'est une victoire d'étape dans le combat culturel que de faire mettre dans la bouche d'hommes politiques le mot d'abrogation, encore aujourd'hui, 2 ans après, bien évidemment. Mais est-ce qu'on veut se contenter de ça ou est-ce qu'on veut aller plus loin ? Est-ce qu'on veut s'inscrire encore plus dans la durée et de manière plus large ? Je crois que c'est une question de responsabilité historique. Parce que la Manif pour tous, qui est le point de rassemblement en fait, de tout le mouvement social, par les manifestations de masse, avec ces manifs tous les 6 mois environ. La Manif pour tous, aujourd'hui, représente la première force de mobilisation populaire dans notre pays. C'est la première force de mobilisation du moment. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc la question, c'est quand on représente la première force de mobilisation populaire du moment, quelle est notre ambition ? Et quelles limites on met à l'ambition ? Est-ce que se contenter de cette pression qui se fait, est-ce que ce ne serait pas sous-estimer nos capacités et nos ambitions ? Ou est-ce qu'il faut aller au-delà ? Pour s'inscrire vraiment dans l'histoire de notre pays qui est dans une situation qui est très très compliquée. La difficulté, mais aussi l'opportunité, c'est que si on veut aller plus loin, il faut aller au-delà du terrain familial, aller au-delà des questions dites de société, pour s'intéresser aussi aux problématiques d'ensemble de notre pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une question majeure qui se pose, c'est une question sociale. Je dirais qu'il y a une nouvelle question sociale qui se pose aujourd'hui.
Il y a eu la grande question sociale du XIXe siècle, dans laquelle les catholiques sociaux, à l'époque, ont joué un rôle important dans l'histoire. Ils se sont saisis de la condition ouvrière dans le cadre de la révolution industrielle. Et ils sont venus au secours du peuple, qui était rudoyé par la révolution industrielle, incontestablement. Ceux qui ont fait ça en premier, ce sont des catholiques qu'on a appelés les catholiques sociaux. C'est eux qui ont défendu l'idée de devoir de syndicats libres, des lois sociales, etc., etc. Ça, il faut le rappeler. Je crois que ces gens-là se sont saisis de leurs responsabilités historiques. Aujourd'hui, ce n'est pas une révolution industrielle, c'est un autre, mais c'est comparable à une révolution industrielle qui est cette révolution de la mondialisation. Et on voit bien que la mondialisation, qui n'est pas une espèce de donnée historique spontanée qui est tombée du ciel comme ça, mais qui est bien le fruit d'une volonté politique. Cette ouverture de tout, des frontières, aux marchandises, aux capitaux, aux hommes, etc. Ça a été voulu, ça a été pensé, et avec des objectifs bien précis, qui sont principalement des intérêts économiques. Aujourd'hui, on voit bien que cette mondialisation, elle rudoie le peuple, elle laisse le peuple sur le bord de la route. Et aujourd'hui, il y a des millions de gens dans notre pays qui ne s'y retrouvent pas, et qui défient cette mondialisation, qui n'en veulent pas, ou qui crient leur mal-être ou leur souffrance face à cette mondialisation, qui les laisse au bord du chemin. C'est la France périphérique, a dit Christophe Guilly, ce géographe qu'il faut lire, qui analyse très bien la fracture socio-géographique qui est causée, il l'explique par la mondialisation. Donc on est face à cette nouvelle question sociale. Une grande partie du mouvement social LMPT est animée par des catholiques, mais pas seulement par des catholiques, mais aussi par des catholiques. Et on a, on va dire, dans l'ADN du catholicisme, un intérêt particulier pour la question sociale. Donc, comment se saisir aujourd'hui de la question sociale? Comment rejoindre d'une certaine manière le peuple là où il est et le défendre dans ses difficultés? Donc là, il y a une question très importante, c'est-à-dire comment rejoindre cela. Parce qu'il est incontestable que sociologiquement, ou dans le cœur sociologique des choses, il n'y a pas exactement la même sociologie entre le noyau dur de mobilisation de la Manif pour tous et la sociologie des profondeurs de notre pays qui souffre de la mondialisation. Donc c'est ces deux sociologies qui se connaissent mal d'une certaine manière et qui se rejoignent peu dans la vie quotidienne. Donc comment rejoindre cela? Je crois que c'est pas seulement une question de stratégie politique. Vous voyez, moi je raisonne pas en trotskiste qui dit quel est le constat, quelle est la stratégie, quel est le chemin de la subversion. Je pose la question en termes de responsabilité par rapport à ce que nous sommes, parce que nous avons reçu comme niveau d'instruction, de culture, anthropologie, notion de la société, toute la doctrine sociale. Notamment la doctrine sociale de l'Église, tout ce que nous avons reçu doit être mis au service de la cité, mais au service aussi du peuple. Être au service de la cité, c'est au service de personnes aussi, hein, c'est pas simplement au service de structures. Donc je crois qu'on a cette responsabilité lourde, qui est une responsabilité face à l'histoire. Donc pour moi, c'est un enjeu de recherche majeur aujourd'hui, et qui est assez urgente, qui est la question sociale, effectivement. Alors pour résoudre cette question sociale cruciale, pensez-vous qu'il faille s'investir dans les partis politiques tels qu'ils se présentent actuellement? Alors s'investir dans les partis politiques, c'est toute la question. Il y a plusieurs écoles, comme on dit. Il y a plusieurs options. C'est une question assez complexe, d'une certaine manière, parce que les partis politiques sont arrivés à un niveau de décrédibilisation qui est extraordinaire. Dans la dernière étude Cevipof, la cote de confiance des partis politiques comme institution est tombée à 11%. C'est-à-dire que même M. Hollande, en cote de confiance personnelle, arrive encore à dépasser la cote de confiance institutionnelle des partis politiques. Donc, est-ce que les partis politiques pèsent encore? Est-ce que la politique faite par les partis, et même quand ils arrivent au pouvoir, quand ils gouvernent, est-ce que c'est quelque chose qui pèse encore réellement dans l'histoire? Donc s'il s'agit de peser dans ce qui ne pèse plus, on peut vraiment se poser la question. Je crois que le mouvement social qui s'est levé dans son ADN profond,
c'est un mouvement de société civile, et c'est son charisme fondateur, je dirais. Donc j'aurais tendance à dire qu'il est important de rester fidèle à ce charisme fondateur qui est ce mouvement de société civile, qui est au-delà du jeu partisan, qui est non partisan, qui est non confessionnel. Ça ne veut pas dire que les gens qui le font n'ont pas de religion, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un terrain religieux et on n'est pas sur un terrain de politique politicienne ou un terrain électif ou partisan. Donc je crois très important de continuer à rester fidèle à ce charisme fondateur du mouvement. C'est ce qui a fait sa force et je pense que c'est ce qui va faire sa force encore à l'avenir. Et si le mouvement social se dilue dans les partis, il sera absorbé d'une certaine manière par les partis. Et c'est tout le danger qu'il court à s'engager massivement dans cette voie-là. Ça ne veut pas dire que je ne comprenne pas ceux qui vont essayer de travailler au sein des partis, parce qu'ils se posent une question, mais que faire? Et ça, je le comprends. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait quand même une réflexion profonde. Moi, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, je suis désolé, mais il faut une réflexion profonde sur cette question, et il faut réfléchir ensemble sur les implications de tel mode d'engagement ou de tel mode d'engagement. Guillaume, vous sous-entendez par là même que les partis politiques font davantage partie du problème que de la solution de la crise sociale que vous évoquez. Oui, c'est exactement ça. C'est l'intuition que j'ai, c'est même une conviction que j'ai. Maintenant, ça demande à être étayé par une réflexion probablement beaucoup plus profonde que ça. Mais je pense qu'on est arrivé à un tel niveau de ruine de la chose publique dans notre pays qu'on est contraint de repenser la refondation de la chose publique elle-même. Et je ne crois pas que les partis aujourd'hui aient la capacité à se renouveler, qu'ils aient cette capacité à trouver la solution à leur propre décrépitude d'une certaine manière. Donc je pense qu'il faut travailler à la refondation de la chose publique. Un mouvement de société civile peut faire ça, puisque c'est un mouvement qui vient de la base, qui vient d'un autosaisissement du peuple face à une faillite de l'autorité politique. Les partis politiques, ils essaient de faire croire qu'ils sont indispensables à la démocratie. Mais le sont-ils réellement indispensables, les partis politiques ? Ou sont-ils simplement l'expression d'une sorte de monopole partagé de la chose publique, jalousement gardé? Et quand on garde jalousement son propre monopole, eh bien on ruine même l'autorité politique qu'on prétend incarner. Donc je pense qu'on est d'une certaine manière dans cette situation. C'est pour ça que je crois qu'il faut beaucoup travailler la question de mouvement de société civile et la question métapolitique, c'est-à-dire au-delà du politique, au-delà du jeu politique partisan, au-delà d'une alternance en 2017. Est-ce que c'est l'alternance qui va résoudre les questions majeures qui se posent dans notre pays ? En 2017, j'en suis pas certain. On peut quand même en douter très fortement. Donc il faut se poser la question métapolitique, au-delà du politique. Ce qui exprime d'ailleurs le désaveu de la majorité du peuple français vis-à-vis des institutions politiques elles-mêmes, en fait. Oui, parce que les institutions sont toutes en danger aujourd'hui, quasiment toutes. Il y a l'autorité administrative qui tient encore dans notre pays d'une certaine manière. Pour combien de temps, je ne sais pas. Mais l'institution politique est décrédibilisée parce que les structures qui portent cette institution politique, justement, sont eux-mêmes décrédibilisées. Donc ils décrédibilisent eux-mêmes l'autorité politique. Donc c'est pas que les Français ou que les gens rejettent le principe d'une autorité politique. Au contraire, ils appellent à avoir une véritable autorité politique. Simplement qu'ils ne croient plus que ces gens-là puissent exercer une telle autorité, qu'ils ont encore la capacité d'exercer une telle autorité. Divorce entre la politique et les hommes politiques qui l'exercent actuellement. Moi, je crois qu'il est irrémédiable, d'une certaine manière. Je ne crois pas qu'ils vont remonter le courant. Je ne vois pas comment ils pourraient y arriver. Je ne pense qu'ils n'ont pas le cœur et l'âme nécessaires pour procéder à une telle mutation. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à un renouvellement des élites dans notre pays. Ça me paraît très important. Et les élites doivent venir de l'extérieur de ce système actuel, à mon avis. Du cœur de la société française. Et du cœur de la société française, et de ses forces vitales, oui, absolument.